Bonjour à tous, bienvenue sur DNDS Radio en direct du Collège de Sainte-Luce. Je suis Inès Saint-Cyr, élève de 4e D et présentatrice de cette émission pour vous servir. Savez-vous que cette semaine c'est la 32e édition de la Semaine de la presse et des médias? Notre émission va donc traiter de l'information et des médias. Pour commencer, Chanel va nous dire quels réseaux sociaux ont la cote parmi les jeunes. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour présenter notre premier sujet, Chanel. Bonjour Inès. Quels réseaux sociaux ont la cote parmi les jeunes? Alors oui, j'ai fait un petit sondage entre nos camarades de classe. En quatrième position, nous avons Twitter, Snapchat, WhatsApp et en première position, Instagram. Par rapport à ce sondage, je pense que c'est Instagram qui a la cote parmi les jeunes. D'accord. Et à quoi servent-ils? Alors, Instagram est une application pour communiquer, poster des photos, regarder les stories des influenceurs, des chanteurs, rappeurs et célébrités. WhatsApp est une application pour communiquer, appeler et partager sa vie en statut. Que penses-tu de l'utilisation des réseaux sociaux? Personnellement, je pense que c'est une mauvaise chose, surtout pour les jeunes comme Instagram et Snapchat. Parce que certaines personnes reçoivent des photos inappropriées alors qu'ils n'ont rien demandé. Et si un jeune tombe sur ces photos, il sera choqué ou même traumatisé. D'accord, merci beaucoup Chanel. Pour répondre à toutes vos questions sur TikTok, Dorine et Dorian. Pas de souci, on va vous expliquer comment utiliser TikTok. Premièrement, qu'est-ce que TikTok? Déjà, TikTok est une application mobile de partage de vidéos qui a été lancée en septembre 2016. À quoi sert-elle? TikTok privilégie la création de vidéos et permet aux utilisateurs de se divertir. Pourquoi utiliser cette application? La plupart des jeunes de nos jours utilisent cette application pour faire passer le temps lorsqu'on s'ennuie. On y trouve aussi des informations, des challenges, des nouvelles choses, tout ça en prenant du plaisir. Mais c'est quoi un challenge? Un challenge consiste à poster sur TikTok une vidéo dans laquelle les participants se filment en train de danser. Du coup, comment est-ce qu'on utilise TikTok? Il faut déjà l'installer sur une boutique numérique, Play Store, App Store, Galaxy Store, etc. Afin qu'on vous demande de vous connecter avec votre compte Google, votre Facebook, votre Twitter et autres. Le plus facile est de s'inscrire en mettant votre email avec votre mot de passe. On vous demandera aussi votre âge par sécurité. TikTok est interdit aux moins de 13 ans par rapport au contenu choquant qu'il peut y avoir. Souvent, on vous prévient des contenus, mais vous pouvez apercevoir des vidéos que vous ne voulez pas voir sans qu'on vous prévienne. Vous pourrez aussi vous connecter avec votre numéro de téléphone et on vous enverra un code pour confirmer que c'est bien vous. Après toutes ces étapes, il vous faudra créer votre compte avec une photo de profil, pas obligatoire, un nom et vous avez votre compte. Vous pouvez aussi le mettre en privé ou professionnel. Maintenant que vous avez TikTok, vous pouvez regarder les vidéos qu'on vous propose car vous pouvez vous-même aussi faire et créer des vidéos en cliquant sur le plus en bas au milieu, puis sélectionner une musique et faire une vidéo. Mais aussi mettre des photos, des vidéos, des filtres, des fonds verts, etc. On peut aussi communiquer avec nos amis, s'envoyer des vidéos et bien sûr vous abonner aux personnes que vous aimez regarder. Dernière question. Pourquoi cette application est-elle connue? TikTok permet à chacun d'être un créateur et encourage les utilisateurs à partager leur passion et leur expression créative à travers leurs vidéos. Merci beaucoup les filles pour nous avoir tout expliqué sur TikTok. De rien.
Pour terminer, notre rubrique. Bonjour tout le monde. Bonjour Monsieur Yves-Marie Serraline, comment allez-vous? Nous vous remercions d'être venu à Sainte-Luce. Nous savons que vous êtes un homme occupé. D'ailleurs, vous êtes ingénieur culturel et président de l'OMDAC, l'Organisation martiniquaise pour le développement des arts et de la culture. Nous avons quelques questions à vous poser. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la mission de président de l'OMDAC? Oui, alors l'OMDAC, Organisation martiniquaise pour le développement des arts et de la culture, donc ce sont des initiales, et c'est une association classique, comme on dit, de type loi de 1901, à but non lucratif, que j'ai créée aux alentours des années 80 et que nous avons déclarée en 1984. Donc c'est une association ancienne par l'âge, bien entendu. Cela dit, nous sommes sur le terrain, non seulement pour faire des activités concernant nos membres, mais aussi à l'attention du grand public dans plusieurs domaines, puisque le mot art et le mot culture sont significatifs du périmètre, du champ dans lequel nous fonctionnons. Donc, une association, en général, ce sont des bénévoles, donc des militants, comme on dit, des personnes qui ont décidé de consacrer une partie de leur temps pour réaliser des tâches qui peuvent être culturelles, sportives, éducatives, humanitaires, sociales. C'est très ouvert et qui, par conséquent, participent à la société, participent à l'évolution de la société, contribuent au bien-être de la population et, bien entendu, peuvent prendre part à des actions avec d'autres partenaires à la demande d'institutions, à la demande du public ou à leurs propres initiatives. Donc nous avons une très grande souplesse de fonctionnement quand on est une association. C'est d'ailleurs ce que cette loi permet, puisqu'elle existe depuis, comme vous l'avez compris, depuis 1901. Et donc ça veut dire que c'est un fonctionnement qui est bien éprouvé dans le système français, mais en général de tous les pays qui ont le système associatif qui fonctionne de manière légale. Nous nous sommes intéressés à la façon dont les médias ont parlé du carnaval de cette année en Martinique. Sur Martinique Première, ils ont qualifié le carnaval de vider marron. Marron est un terme employé pour la résistance. La parade du stade de Dillon a été boudée. Ils ont préféré descendre dans les rues. Même si le préfet avait interdit les rassemblements. La presse locale a traité la question sur un ton neutre, parce que le carnaval est une tradition martiniquaise. La presse nationale a-t-elle été critique sur la question? Ils ont vraiment souligné l'interdiction des rassemblements. Même si c'était un carnaval improvisé, il était quand même très bien organisé. Les appels au rassemblement avaient été diffusés sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp. Les réseaux sociaux ont donc joué un très grand rôle dans le carnaval de cette année. Qu'en pensez-vous? Oui, alors, quand on dit que le carnaval c'est une tradition martiniquaise, c'est une tradition tout court qui est commune à beaucoup de pays. Alors, nous parlerons que de la Caraïbe, parce qu'on pourrait parler d'Europe ou d'ailleurs. Effectivement, donc, c'est ce carnaval qui est né de la fusion des peuples depuis la période de l'après-esclavage et même un petit peu pendant, a donné donc un aspect de notre coutume, un aspect de nos habitudes, un aspect de notre tradition et de nos usages. Ce qui veut dire que le carnaval est ancré dans le calendrier, d'une part parce qu'il est dans le calendrier religieux, parce que ce carnaval c'est avant Pâques, avant le carême, et que d'autre part, dans l'ensemble des pratiques de la Caraïbe, on se rend compte qu'à part quelques changements depuis quelque temps pour des raisons plutôt économiques, c'est-à-dire en faveur du tourisme, le carnaval se déroule toujours à la même période, donc en février-mars, et que donc nous nous retrouvons en train de fonctionner un petit peu comme tous les peuples de la région, avec quelques originalités, et qui font qu'on a le Mardi Gras, on a le mercredi des Cendres, mais surtout, pour revenir sur la question qui vous préoccupe, cette année le carnaval était particulier à cause du Covid, à cause de la Covid, à cause aussi des restrictions, donc par conséquent qui sont la conséquence des mesures sanitaires, et ce qui sous-entend que le carnaval a affronté un problème. Je dis le carnaval comme si c'était quelqu'un. Le carnaval a affronté un problème, c'est celui des restrictions, et en même temps a été porté par la volonté des gens de s'exprimer en fonction du fait que nous avons une culture et que nous considérons que c'est à nous et que nous devons l'exprimer. L'autre aspect, c'est que le carnaval, c'est un temps, chaque année, un peu partout, de défoulement, d'exutoire, comme on dit, de moments où les gens s'expriment, ils se défoulent, et par conséquent,
il y a une sorte de besoin qui s'est installé dans la population, mais il y a aussi les réalités du fonctionnement humain. Il faut qu'à un certain moment, il faut que les gens puissent pouvoir montrer leurs émotions. Et ça va plus loin que ça, puisque, comme vous le savez tous, le carnaval, c'est aussi un temps où on provoque, où on transgresse. Et c'est en fait accepté comme ça depuis des millénaires, puisque le carnaval est très, très ancien en tant que type de fête, que genre de fête d'une société humaine. Et aujourd'hui, en Martinique, comme ailleurs, lorsque le carnaval arrive, en tout cas, je ne parle pas de cette année, il y a toujours eu l'aspect créatif, la fête, des gens qui font des choses belles à voir ou à entendre. Et puis il y a aussi des gens qui utilisent le carnaval pendant ce temps-là juste pour montrer ce qu'ils ont envie de dire du point de vue critique, mais aussi d'exprimer leurs émotions et de se défouler. Cette année, la différence, c'est qu'il y a une deuxième contrainte. En plus que la société d'habitude n'aime pas les provocations, les transgressions, etc., il y a eu la contrainte de la loi. C'est-à-dire la loi dit on ne doit pas se réunir à cause de l'épidémie, donc pas de réunion. Ça veut dire que c'était quelque chose de plus qui a, à mon avis, exacerbé, amplifié la volonté ou le désir de se montrer, de répondre à l'exigence publique des bio-restrictions et de dire on va sortir quand même. Donc quand on dit marron, oui, c'est par analogie à ce qui était fait par c'était l'attitude des esclaves qui voulaient se rebeller contre la force publique, contre le colon. Et aujourd'hui, donc, s'il y a cette attitude, c'est parce que beaucoup de gens, parce qu'ils étaient nombreux quand même, considèrent que la force publique, c'est un adversaire dans cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a un antagonisme qui s'est créé, une contradiction. Et c'est vrai que une partie, d'après moi, de ce qu'on a vu dans la rue, avait une volonté vraiment de contestation. D'ailleurs, parmi eux, il y avait des personnes qui portaient des emblèmes que vous avez vus, notamment un drapeau qui est revendiqué par une partie de la population, etc., et qui l'ont montré dans la rue. C'est ce qui est particulier. Je dis c'est la première fois que c'est aussi important. Donc, c'était marrant, c'est l'esprit qu'on a voulu reprendre de la contestation des opprimés. C'est le mot oppression, opprimé, c'est-à-dire c'est ça qui a, si vous voulez, marqué cette situation. D'autre part, la question concerne aussi la réaction de la presse. Je dirais que la presse, c'est les médias en général, il faut dire, c'est bien entendu la presse classique, France Antille, la première, ATV, etc. Et puis c'est une myriade de supports de presse, notamment les web TV, les radios non commerciales, les radios associatives. Et donc, ce qui veut dire qu'en réalité, tout le monde a parlé de cette affaire-là. Mais la presse n'a pas été neutre du tout. Il y a une presse dans laquelle on a observé qu'il y avait des communiqués qui contestaient la position de ceux qui ont réagi, qui sont l'objet de notre discussion. Et puis il y a une autre presse, probablement plutôt les radios libres, etc., ou les web radios, ou bien les magazines web, qui ont au contraire soutenu ce mouvement-là. Donc il y a eu des positions très tranchées. Les gens qui étaient plutôt du côté des personnes qui contestaient dans la rue ont défendu leur point de vue dans les médias, et d'autres qui avaient une vision beaucoup plus classique et protectrice pour dire qu'il faut protéger la population, ne pas sortir, ne pas entretenir la pandémie, ils ont eu une position beaucoup plus dure. Comment voyez-vous le carnaval en 2022? Alors, le carnaval en 2022, il est lié à deux choses. Il est lié d'une part à l'évolution de la pandémie. Il est clair que si la pandémie, grâce à la vaccination, enfin à toutes les évolutions que vous imaginez bien, surtout vous les jeunes, s'il est clair que la situation s'améliore, il y aura un carnaval. D'ailleurs, je vous fais remarquer que dans le monde entier, il y a beaucoup de carnavals qui ont été annulés, au même temps, ceux qui se passent en même temps que nous, notamment au Brésil, notamment à Trinidad, le plus gros carnaval de la Caraïbe, qui est connu mondialement, le deuxième ou troisième carnaval du monde, qui a été annulé à 100%. Non seulement les gens ne se sont pas exprimés, mais en plus ça a eu un impact sur l'économie. Donc on estime que durant cette année 2021, la situation va s'améliorer planétairement, localement, notamment avec ce qu'on va obtenir comme résultat de la lutte contre la pandémie, et que normalement il devrait y avoir un carnaval l'année prochaine. Mais c'est intéressant cette question-là. Pourquoi? Parce qu'un carnaval, ça se prépare à l'avance. Et le carnaval se prépare en fait un an à l'avance. Parce que les costumes, vous en avez eu, même si vous prenez des ras de carbone pour aller dans la rue, ou des
des différents petits objets, petits accessoires. La plupart de ceux qui vont dans le carnaval, ils ont des costumes, ils ont des tambours, ils préparent des musiques. Donc ça se prépare à l'avance. Donc la question qu'on pose, et c'est une bonne question, parce que est-ce qu'on aura le temps de préparer 2022? Parce que si la situation continue comme ça et qu'en septembre, maintenant, on est encore en train de ramer pour gérer un certain nombre de choses, on aura encore que 2 ou 3 mois pour préparer le carnaval. Donc il risque de peut-être de pouvoir se faire parce qu'il sera pas, on ne va pas l'interdire comme on l'a vu cette année, sur la forme, mais on n'aura peut-être pas des choses aussi intéressantes qu'on aurait pu le penser. Donc on est soumis en ce moment, pour 2022, à l'amélioration ou non de la situation médicale. Donc c'est un peu ce que je voulais dire. Alors je connais bien le carnaval parce que bon, je suis un membre actif depuis très longtemps, je suis un producteur de manifestations. J'ai créé les trophées du carnaval de la Martinique, j'étais le secrétaire de la fédération du carnaval, et à chaque carnaval, avec une association de lambda, nous faisons des choses très importantes. Ici, on est même aussi allé à l'étranger pour représenter le carnaval de la Martinique. Donc je vois les choses sur tous les aspects. Cela dit, je préfère vous dire que si tout le monde a la possibilité de s'exprimer pendant un carnaval, pendant le carnaval, il y a quand même 2 aspects. Il y a l'aspect de l'expression, voilà, mon cas jouer, ben, comme ça. Mais il y a l'aspect de la beauté, de la création, les costumes, la musique, les chars, enfin un certain nombre de choses qui se font et qui font que le carnaval a 2 faces. Il y a une face construite, élaborée, et puis une face beaucoup plus, disons, terre à terre, beaucoup plus populaire, avec des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs. Merci de nous avoir exprimé votre opinion. J'en profite pour présenter votre livre, Pestifiant, que vous avez édité. Il traite une question d'actualité, le chlordécone. Eh bien, je peux vous en parler. Oui. Alors évidemment, je l'ai offert avec plaisir à votre établissement, le CDI. Et bon, je suis aussi journaliste et j'écris. J'ai déjà écrit plusieurs ouvrages, je vais continuer. Et ce livre, j'ai eu envie de le faire parce que j'avais déjà écrit du théâtre, qui a d'ailleurs été joué dans des collèges en Martinique. Et en mettant en scène je dis bien mettant en scène 2 problèmes importants de notre société martiniquaise, mais on n'est pas les seuls, mais nous, c'est important. Le problème de l'empoisonnement de la population par la chlordécone et le problème de la drogue. Donc, comme tout auteur, on crée des personnages, on essaie de dire quelque chose de constructif là-dedans, et donc j'ai mis en scène 2 personnages qui représentent ces 2 éléments négatifs du fonctionnement et des risques et des contraintes que la société subit. Donc, une personne qui est issue d'une population qui a vendu du chlordécone, et puis une personne qui représente ceux qui vendent de la drogue. Je les ai mis en scène. J'ai écrit ce livre-là il y a quelques années, il est en vente depuis 2018, je crois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un roman policier dans lequel j'ai introduit une dose de pédagogie là-dedans. Parce que je parle vraiment de la chlordécone en montrant les premières actions faites par les militants martiniquais, les écologistes notamment, et puis les dégâts que ça peut causer. Donc, si vous allez retrouver des éléments très, très, très véridiques, authentiques, en dehors de l'aspect de l'imaginaire, de l'histoire qui est avec les personnages et l'intrigue qui est là-dedans. Merci beaucoup, Monsieur Serraline, d'être venu aujourd'hui. Merci à Madame Lézel, notre professeure de français, à notre technicien Isaïe, Madame Ramanik, Monsieur Vincent et Monsieur Mondésir. Passez une très bonne fin de journée et à très bientôt.